Le burn-out. On entend ce mot absolument partout. Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Souvent, on s'imagine un truc brutal, comme un interrupteur qu'on bascule sur off. Et puis, plus rien. Sauf que la réalité, elle est bien différente. L'épuisement professionnel, ce n'est pas du tout une panne soudaine. Non, c'est bien plus insidieux. C'est un processus lent, une sorte de dégradation qui s'installe petit à petit, souvent en se nourrissant de nos meilleures qualités, notre engagement, notre envie de bien faire. Allez, on va décortiquer ensemble cette fameuse combustion lente. Cette image, elle est parfaite pour décrire la nature du burn-out. Il faut vraiment s'imaginer ça, une mèche qui se consume, tout doucement. Ou alors un bateau qui coule, mais si lentement que personne ne s'en aperçoit. Les premiers signes sont là, bien sûr, mais on les balaye d'un revers de la main. On se dit que c'est le stress normal, une fatigue passagère, et c'est justement ça qui rend le phénomène si dangereux. Et qui dit chemin, dit étape, forcément. Le burn-out a ses propres phases avec des signes bien reconnaissables. Le gros problème, c'est que ces signaux sont souvent silencieux au début. On trouve toujours une bonne raison pour les ignorer. Donc, comprendre ce parcours, c'est vraiment la première étape pour pouvoir réagir avant que le bateau ne touche le fond. Et pour ça, la toute première chose à faire, c'est de faire la différence entre stress et épuisement. Alors là, cette comparaison avec les batteries, elle est vraiment parlante. Le stress, c'est quand on est surengagé, en mode hyperactif. On se dit, allez, je tiens le coup, il faut juste que je contrôle la situation et ça va aller. Ça vide les batteries, c'est sûr. Mais bon, une bonne nuit de sommeil, un week-end et hop, on peut les recharger. Le burn-out, par contre, c'est une toute autre histoire. C'est le résultat d'un stress qui dure et qu'on n'a jamais résolu. Là, on passe en mode désengagement, impuissance. Et la différence, elle est fondamentale. Le burn-out, il ne se contente pas de vider les batteries, il les endommage. Et des batteries abîmées, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à réparer. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que l'histoire du burn-out, elle ne commence pas avec de la fatigue. Non, bien au contraire. Elle commence avec un engagement intense, presque idéaliste. C'est cette étincelle de départ qui, sans qu'on s'en rende compte, allume la mèche. En fait, les chercheurs ont modélisé ce processus en 4 grandes étapes qu'on va parcourir ensemble. Tout commence par cet engagement idéaliste. Puis, cet idéal se fissure au contact de la réalité. Après ça, vient une phase de retrait pour se protéger. Et enfin, si rien n'est fait, c'est le burn-out avéré. Voilà, on a notre feuille de route. Au point de départ, on a donc les personnes les plus engagées. Celles pour qui le travail est super important, une vraie partie de leur identité, elles s'investissent à fond et ça leur procure de la satisfaction, du plaisir. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que le burn-out ne naît pas de la paresse, mais au contraire d'un engagement passionné. C'est ça le grand paradoxe. Et c'est là que les premières fissures apparaissent sur la coque du bateau. L'enthousiasme des débuts se heurte au mur de la réalité. Des objectifs inatteignables, un manque de reconnaissance, des conflits de valeurs. Malgré tous les efforts, rien ne bouge vraiment. Un sentiment de doute s'installe. Et la réaction typique pour combattre cette angoisse, c'est quoi? C'est de travailler encore plus dur. La frontière entre la vie pro et la vie perso devient alors de plus en plus floue. On entre maintenant dans le cœur du réacteur, si on peut dire, la phase de combustion lente. C'est le moment où les symptômes, souvent invisibles de l'extérieur, commencent à se faire sentir de manière bien réelle pour la personne qui les vit. Le cerveau, en fait, se met en mode survie. Le travail, qui était une source de joie, devient une menace. Alors pour se préserver, l'individu prend de la distance, mentalement, émotionnellement. Ce qui était une passion devient une simple tâche à exécuter. C'est un mécanisme de défense totalement inconscient, mais qui va se traduire par tout un tas de signes. D'un point de vue émotionnel, la personne devient à fleur de peau. Le moindre petit truc peut provoquer une grosse réaction. Le cynisme s'installe, l'humour devient grinçant. On commence à esquiver les pauses café, les déjeuners avec les collègues. Ce n'est pas qu'on devient asocial, c'est juste une façon d'économiser le peu d'énergie qu'il reste. Et puis, il y a la tête qui ne suit plus. C'est comme un essoufflement mental. Se souvenir d'un truc simple devient un effort. Se concentrer sur une tâche, n'en parlons pas. Et de là naît ce sentiment terrible de ne plus être à la hauteur, de ne plus être efficace. C'est un vrai cercle vicieux. C'est le début de ce fameux brouillard mental. Et finalement, le corps lâche. C'est le signal d'alarme ultime. Une fatigue écrasante, là, dès le réveil, et que même une nuit de 12 heures n'arrive pas à faire partir. À ça s'ajoutent les insomnies, les douleurs partout, les maux de ventre. Le corps se met à crier ce que l'esprit ne peut plus supporter en silence. Après cette longue, très longue combustion lente, si les conditions ne changent pas, on arrive inévitablement au point de rupture. C'est le moment où tout le système, en surcharge depuis des mois, finit par s'effondrer. La mèche a atteint le baril de poudre.
À ce stade, l'idéal du travail épanouissant n'est plus qu'un lointain souvenir. La rupture se produit souvent à cause d'un déclencheur, la fameuse goutte d'eau, un conflit de trop, un dossier qui fait déborder le vase. Ça peut se manifester par une crise de larmes, une crise d'angoisse ou tout simplement l'incapacité physique de sortir de son lit pour aller travailler. Les limites sont atteintes. Une des conséquences les plus déroutantes du burn-out, c'est ce fameux brouillard mental. Ce sentiment de flotter, d'être au ralenti, d'avoir du mal à suivre une simple conversation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste dans la tête, c'est une vraie conséquence physiologique de l'épuisement. Et d'ailleurs, ce phénomène porte un nom, on parle de séquelles cognitives. Le fait de pouvoir mettre des mots dessus, de l'objectiver, parfois avec des tests, ça aide énormément la personne à valider ce qu'elle ressent. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une étape vraiment importante pour pouvoir se reconstruire. Parce qu'à ce stade, le problème a complètement débordé du cadre du travail. La souffrance contamine tout. La vie de famille, les relations amicales, le doute ne porte plus seulement sur les compétences, mais sur la valeur même de la personne. La question n'est plus « suis-je bon dans mon travail ?», mais « est-ce que je vaux quelque chose ?» C'est devenu existentiel. Bon, décrire tout ce processus, c'est une chose, et c'est essentiel. Mais le plus important, évidemment, c'est se demander comment on peut agir. Parce que reconnaître ces signes, c'est s'offrir une chance de changer de cap avant le naufrage complet. La question est là, simple et directe. Face à ces signaux d'alarme, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? S'isoler, c'est le pire des pièges. Il faut agir, mais il faut le faire de manière intelligente et structurée. Voici une approche qui peut fonctionner, en 3 temps. D'abord, objectiver. Aller voir un médecin, ça permet de poser un diagnostic, de mettre des mots sur ce qu'on vit. Deuxièmement, préparer. On n'arrive pas juste en disant « ça ne va pas ». On arrive avec des faits, des exemples et surtout des propositions concrètes d'ajustement. Et enfin, troisièmement, communiquer. Choisir le bon moment, le bon endroit pour avoir une discussion constructive. Et tout ça, ça nous ramène à l'importance capitale de la prévention. Souvent, la personne qui est en train de glisser est la dernière à s'en apercevoir. Elle est dans le déni, elle veut tenir bon. C'est pour ça que l'entourage est si important. Les collègues, les amis, la famille, ce sont souvent eux les premiers à remarquer les changements. Et leur rôle de sentinelle pour alerter et briser le silence est absolument fondamental. Pour finir, et c'est peut-être ça le plus complexe, cet effondrement peut aussi être un point de départ. Une épreuve terrible, bien sûr, personne ne dit le contraire, mais une épreuve qui force à tout remettre à plat. Ses valeurs, ses limites, son rapport au travail. Alors, ce n'est peut-être pas qu'une fin en fait, c'est peut-être aussi l'occasion de reconstruire, sur des bases plus saines, quelque chose de plus juste pour soi.